Bonjour à tous et bienvenue à un autre preview de la LNH pour la saison 2022-2023 et cette fois-ci on s'attaque aux Rangers de New York. Cette organisation-là est une organisation qu'on va se dire regorge de talent, puis en plus ce qui est intéressant c'est que c'est une organisation qui a beaucoup de jeunes qui sont déjà performants. Alors non seulement est-ce qu'il y a des jeunes qui sont encore à éclore, mais en plus il y en a qui ont déjà éclos et c'est ce qui fait que cette organisation-là peut aspirer à grand tant et aussi longtemps qu'on va être capable de maintenir les bases avec notre entraîneur Gérard Galland. Du côté de Gérard Galland, on est un entraîneur qui est assez underdog de manière générale. Je ne sais pas pourquoi on le traite aussi mal au niveau des organisations, mais bref, s'il a trouvé sa place avec les Rangers, il peut faire quelque chose avec les Rangers. Donc cette organisation-là qui a été en finale de conférence la saison passée est une organisation qui a la capacité d'y retourner. Encore faut-il par contre qu'on stabilise le tout. Mais pour vous dire, la brigade défensive des Rangers de New York, un seul joueur a plus de 25 ans. Pour moi, c'est mind blow d'entendre ça parce que généralement, au niveau des défenseurs, on mise beaucoup sur des défenseurs d'expérience, alors que là, on mise surtout sur des jeunes défenseurs. Puis c'est ce qui fait qu'il y a énormément d'activités. Quand vous regardez une game des Rangers, c'est une équipe qui est très active. Alors ça, c'est intéressant si jamais, exemple, vous voulez intéresser quelqu'un au hockey. Une game Rangers-Oilers, that's a must au niveau du show. Par contre, au niveau défensif, des fois, ça laisse un peu à désirer. Alors, les Rangers de New York l'année passée ont peut-être surpris un peu en se rendant jusqu'en finale de conférence. Ceci dit, ils ont réussi à sortir ceux qui étaient peut-être, je dis bien peut-être, des Cup contenders, les Hurricanes de la Caroline. Mentionnons quand même que le gardien de but partant n'était pas là pour les Hurricanes, mais il en reste pas moins qu'on a sorti tout un show en finale de conférence. Andrei Vasilevski versus Monsieur Vizina en personne, Igor Shesterkin. Si vous êtes un amateur des gardiens de but, c'était toute une série que vous aviez du côté de la conférence de l'Est. Malheureusement pour les Rangers, ça n'a pas été en leur faveur, mais il n'y a rien d'imputable à Igor Shesterkin là-dedans. Il a été solide du début à la fin en saison régulière, tout comme en séries éliminatoires. Puis c'est pas pour rien qu'il a gagné le trophée Vizina. Ajoutez à ça un gars qui était dans les nominés, ou en tout cas, je pense qu'il était dans les derniers pour le Trophy Norris en Adam Fox. Donc bref, c'est une organisation qui est tout feu tout flamme avec actuellement des gars qui sont éclos et des gars qui vont éclore très prochainement. Cette équipe-là, c'est une avenir à moyen terme. Là. Bref, on y va maintenant. Donc, on revient avec l'entraîneur Gérard Galland et le directeur général Chris Drury. J'apprécie plus ou moins Chris Drury par rapport au fait qu'il aurait discriminé des francophones qui voulaient poser des questions en français à Alexis Lafrenière. Mais semble-t-il que les Rangers ont changé complètement leur approche parce qu'il y a eu des plaintes qui ont été faites à la Ligue. Puis après ça, ben, on accordait plus de questions aux francophones. Donc, ils se sont rattrapés. Fait que j'ai eu comme un coup-ci, coup-ça avec Chris Drury. Mais là, aujourd'hui, j'ai bien vivre avec. Mais sinon, sur un point de vue hockey, son équipe, elle est vraiment belle. Donc, bref, ça, j'ai absolument rien à y enlever. Pour ce qui est de la saison 2020-2021, les Rangers de New York, c'est 27 victoires, 23 défaites et 6 défaites en prolongation pour un total de 60 points. On avait terminé 17e dans la Ligue. 2020-21, 17e dans la Ligue. 2021-22, 7e. Un bond de 10 positions. Alors, une belle saison du côté des Rangers de New York. Puis pour les fans des Rangers, c'était vraiment intéressant à regarder tout ça parce qu'on a des joueurs qui produisent vraiment beaucoup. Fait que bref, on a eu la chance de découvrir un gardien de but vedette. On a eu la chance de voir des gars qui ont produit beaucoup. C'était une saison qui était hyper intéressante et très intéressante, entre autres, parce que plusieurs joueurs ont connu leur meilleure saison de leur carrière. Je parle de Chris Kreider, Artemi Panarin, Mika Zibanejad, Adam Fox. Plein de joueurs dans cette équipe-là ont connu leur meilleure saison. Fait qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait bien l'année passée. 52 victoires en saison régulière, 24 défaites, 6 défaites en prolongation, donc 52 victoires rapportées sur 30 défaites. T'as gagné 52 fois versus perdu 30 fois, c'est que t'as une équipe qui est dominante. 110 points l'année passée, une moyenne de buts marqués de 3.05, ce qui est très bien. Une moyenne de buts encaissés de 2.49, ce qui est excellent. Deuxième meilleure défensive dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 25.2%. C'est certain que quand t'as un gars comme Zibanejad, Panarin, Adam Fox, ton avantage numérique est peut-être un peu avantagé. On parle quand même de 25.2%, ce qui est le quatrième avantage numérique dans la Ligue nationale. Et finalement, le désavantage numérique, 82,3%, ce qui représente le septième désavantage de la Ligue. Faites le calcul comme vous voulez. Au niveau des statistiques générales défensives, cette organisation-là fait partie du top 10.
Fait que peut-être qu'on ne s'attendait pas à ça. C'est sûr que c'est très imputable aux performances exemplaires d'un gars comme Igor Shesterkin, mais il en reste que c'est une des très bonnes équipes au niveau défensif de la Ligue en termes de statistiques générales, puis ils n'ont vraiment pas à rougir par rapport à leur approche offensive. On a terminé quatrième dans la conférence de l'Est, septième dans la Ligue. On s'est fait éliminer en troisième ronde contre le Lightning de Tampa Bay, mais quel duel de gardiens ça a été pour la finale de la conférence de l'Est. Dans l'Ouest, c'était moins de cas, mettons, mais dans l'Ouest, avait quand même. L'Avalanche du Colorado était une équipe excessivement dominante, puis ben, les Oilers, c'était ouvert. T'sais. Donc, c'était un jeu qui était très offensif. Du côté des Rangers, là, les deux gardiens, là, c'était solide dans le technique de Tampa Bay. Vasilevski contre Shesterkin, c'était solide. Le meilleur en termes de buts l'année passée, c'est Chris Kreider. 52 buts. Wow! Meilleure saison en carrière pour Chris Kreider, un total de 26 buts en avantage numérique. Donc, la moitié de ses buts ont été comptés en avantage numérique. Fait que soyez pas étonnés qu'à 25.2, on est le quatrième meilleur avantage numérique de la Ligue. Il compte pour quelque chose, Chris Kreider, là-dedans. Le meilleur en termes de points aurait été Artemi Panarin avec une récolte quand même impressionnante de 96 points en 75 matchs pour Panarin. Et sinon, le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été Adam Fox en 78 matchs. Il a 74 points plus 18. Et ce qui est intéressant avec Adam Fox, outre sa production offensive, c'est qu'il a l'air d'avoir trouvé vraiment un partenaire de pairing stable en Lindgren. Fait que Lindgren est plus responsable que Fox peut l'être. Fait que je pense que ça fait un beau match-up et un match-up qui peut perdurer au travers du temps, car je vous rappelle, cette défensive-là est majoritairement âgée de moins de 25 ans. Le seul qui a plus de 25 ans, c'est Jacob Trouba à 28 ans. That's it. Fait que tout ça, c'est l'avenir. Ouais, enfin bref. Donc, des espoirs qui pourraient, et je dis bien pourraient, percer l'alignement dès cette année, selon notre chroniqueur Alex Delcourt du alacoupe.ca. Donc, pour un texte plus complet, je vous invite à aller sur le alacoupe.ca. On a 3 espoirs ici qui pourraient percer l'alignement dès cette année. Le premier espoir est un espoir qu'on peut qualifier comme étant peut-être un petit peu problématique ou un petit peu touché. Et je parle ici de Vitali Kravtsov, un ailier droit de 22 ans qui a évolué l'année passée dans la KHL. 19 matchs, 6 buts, 7 passes pour 13 points. Ce qui a à être mentionné, c'est que l'année passée, on aurait signifié à Kravtsov comme quoi il ne faisait pas partie des 12 meilleurs attaquants de l'organisation. Que donc, on voulait l'envoyer dans la Ligue américaine. Mais Kravtsov, lui, considère qu'il doit jouer contre les meilleurs. Donc, il n'acceptait pas d'aller dans la Ligue américaine. Il a préféré donc retourner en Russie pour aller évoluer au niveau de la KHL, ce qui a fait une tension avec l'organisation. C'est assurément un prospect au niveau offensif très intéressant du côté des Rangers, sauf qu'il y a eu une tension avec l'organisation qui a amené à plusieurs rumeurs d'échange pour ce qui est de Kravtsov. Alors, bref, c'est un gars qui est un marqueur naturel, c'est un excellent passeur également. Puis dites-vous bien que dans la KHL, normalement, les plus jeunes, on leur donne pas nécessairement beaucoup de temps de glace. Fait que d'avoir 13 points en 19 matchs dans une des ligues les plus puissantes du monde de hockey, c'est vraiment intéressant comme prospect. Sauf que il faut prendre en considération que s'il ne joue pas LNH, il ne restera pas en Amérique du Nord. Alors moi, je pense que c'est un gars qui, là, à 22 ans, il est mature et probablement qu'on va l'essayer au niveau de l'alignement. Et moi-même, je pense qu'on peut y aller avec un top 6 pour Sid Kravtsov dès cette année parce qu'il a maturé au travers de la dernière année en Russie. Là, il revient en Amérique du Nord pour jouer. Donc bref, c'est un jeune qu'on pourrait avoir dans l'alignement dès cette année et peut-être même un jeune qui va être un jeune d'impact, un joueur d'impact dès cette année. Par la suite, on y va avec le jeune défenseur Zach Jones, un défenseur de 21 ans qui a évolué essentiellement au niveau de la Ligue américaine l'année passée. Il a joué un petit peu dans la LNH, 12 matchs. Dans la Ligue américaine, c'est 52 matchs, 9 buts, 26 passes pour 35 points. On parle d'un défenseur ici qui est bon dans les deux sens de la patinoire avec un très bon potentiel offensif. On le considère comme étant un joueur qui est intelligent, mais qui a encore certaines lacunes au niveau de son style de jeu défensif. Alors, c'est un gars qu'on pourrait peut-être voir au niveau de la LNH cette année. Moi, je l'ai introduit dans mon alignement. C'est rien de gagné d'avance dans son cas à lui, mais ça se pourrait que si blessure il y a, il va être rappelé. Ensuite de ça, on y va avec le troisième espoir du alacoupe.ca. On parle de Brennan Ottoman, un ailier gauche de 19 ans. Dans son cas à lui, il ne devrait pas jouer au niveau LNH cette année. Il devrait retourner jouer une dernière année junior, mais c'est un très très bon prospect qu'on a du côté des Rangers de New York. Il a joué dans la Ligue de l'Ontario l'année passée, 66 matchs, 50 buts, 47 passes, 97 points. Fait que j'ai pas besoin de vous dire que le gars, c'est un marqueur naturel. C'est un attaquant qui est un attaquant de puissance qui adore s'impliquer physiquement. Alors, c'est un gars qui pourrait
pourrait éventuellement avoir un impact majeur au niveau des Rangers de New York. Parce que veut pas, maintenant, on sera plus capable de payer tout ce beau monde-là. On a plein de prospects qui ont un gros potentiel. S'ils se développent, ils vont coûter cher. On a des gars qui sont déjà des vedettes, qui coûtent cher. Fait qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se départisse de quelqu'un. Et c'est un gars qui va faire partie éventuellement de la relève du côté des Rangers de New York. Alors, pour ce qui est maintenant de la saison dernière, ben c'est sûr qu'on peut mentionner entre autres que nos trois jeunes ici, on avait Capo Caco, Chichetil et Lafrenière, on a peut-être été un petit peu plus lent au niveau du développement que ce qu'on souhaiterait. Mais ça ne veut pas dire que ça a mal été. Parce que les trois jeunes en séries éliminatoires se sont bien démarqués. C'était des gars qui étaient très impliqués puis qui ont semblé aimer le style de jeu plus serré qu'on a lors des séries éliminatoires. Il y a des très fortes chances qu'on les revoie jouer ensemble cette année dans le cas de Lafrenière, Chichetil et Caco. Et Lafrenière, quand même, il a avoisiné le 20 buts avec, je pense, ses 19 buts, si ma mémoire est bonne. Fait que c'est pas une saison qui est décevante, sachant bien entendu que Lafrenière, c'est un gars qu'on voyait comme étant un gars peut-être plus dans les deux sens de la patinoire. Alors bref, ça c'est un alignement qui est un alignement que je vous propose. C'est pas un alignement qui est basé sur les entraînements. Il en reste pas moins que j'ai essayé de prendre en considération quand même les utilisations de la dernière année du côté des Rangers de New York parce qu'il y a des choses qui ont bien fonctionné. Fait qu'entre autres, au niveau des paires de défenseurs, ça a bien fonctionné. Je vois pas l'intérêt de détruire ça. Au niveau des attaquants, ben, si tu penses à Kreider, Zibanejad, ça l'a vraiment bien été, sauf quand il était question de tablettes électroniques. Hein? Parce qu'on sait que Kreider, il aime pas trop le fait que Zibanejad utilise beaucoup la tablette électronique. Kreider, il est plus old school, on va dire. Donc bref, outre ça, c'est un tandem qui fonctionne vraiment très bien. Alors que du côté de Panarin, bon, on avait été beaucoup utilisé avec Strome l'année passée, mais là, Strome n'est pas de retour et on a fait l'acquisition d'un joueur vétéran en Crowcheck. Crowcheck nous arrive des Hurricanes de la Caroline et c'est un gars qui a connu des bonnes séries éliminatoires. Alors c'est la raison pour laquelle je crois que les Rangers s'outillent de manière à aller plus loin encore en séries éliminatoires. Mais aller plus loin que la finale de l'Est, c'est la finale de la Coupe. Fait qu'on est sérieux dans notre approche du côté des Rangers de New York. On va commencer avec notre première ligne. Ben, on y va avec Chris Kreider, monsieur capitaine, 77 points l'année passée en 81 matchs, dont 52 buts, excuse, mon Dieu. Meilleure saison en carrière pour ce qui est de Kreider. Fait que, bref, ça a été une saison exceptionnelle de son côté. Un joueur qui est très impliqué physiquement. Bon gabarit, mais quand même rapide. Intéressant. Mika Zibanejad, un excellent playmaker. 81 points en 81 matchs l'année passée. Une très bonne saison. Et là, je l'utilise ici avec Samuel Blais. Et dans le cas de Sammy Blais, malheureusement, l'année passée, blessure il a joué seulement 14 matchs. Il a accumulé 4 points en 14 matchs. Sammy Blais, c'est un attaquant qui est capable de compter. C'est un gars quand même avec un bon gabarit et une bonne vitesse. Donc, je pense qu'il est capable de jouer dans un top 6 au niveau LNH. Puis la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de l'utiliser avec eux autres, ben, c'est parce que je pense que de faire un mix qui serait Panarin et Kravtsov ensemble, serait intéressant. Deux Russes, donc qui peuvent se parler si jamais problème il y a au niveau du langage et tout ça. Donc, pour moi, Sammy Blais pourrait être intéressant sur le premier trio parce que je veux garder mes jeunes ensemble, parce que je veux avoir Panarin avec Kravtsov. Donc, j'ai Sammy Blais sur mon premier trio. Mais c'est un gars qui est quand même il est jeune et c'est un gars qui peut quand même se développer encore. Et je pense que de jouer avec un gars comme Zibanejad, qui est un excellent playmaker, va assurément augmenter les statistiques offensives de Sammy Blais. Donc, ça peut être intéressant de l'utiliser sur la première ligne. En termes de deuxième ligne, ici, on y va avec Artemi Panarin, 96 points, 75 matchs l'année passée. Un joueur très effectif au niveau offensif. C'est un étoile de la LNH dans son cas à lui, qu'on fait jouer avec Vincent Trocheck, 51 points en 81 matchs l'année passée. C'est une acquisition qu'on a faite pendant la saison morte du côté de Trocheck, puis c'est un gars qui, quand que le jeu devient plus intense, plus serré, il aime ça. C'est un gars qui est capable de se démarquer. Donc c'est un gars qui a quand même un certain bagage au niveau de sa carrière au LNH. Et je pense que c'est une addition qu'on a fait, un upgrade pour les séries éliminatoires, en prévision des séries éliminatoires du côté des Rangers par rapport au départ de Strome. Fait que ça peut être intéressant de le faire jouer à ce moment-là avec un gars que Panarin, peu importe où il a joué, il a produit. T'sais. Fait que il peut jouer avec un peu n'importe qui, il est capable de faire produire un peu n'importe qui. Donc je pense que ça peut se passer entre autres avec Vincent Trocheck, que je fais jouer avec Kravtsov. Dans son cas à lui, c'est 13 points en 19 matchs dans la KHL l'année passée. Mais c'est un joueur honnêtement qui est un haut talent offensif. Fait qu'il y a théoriquement la maturité pour pouvoir évoluer au niveau de la LNH en ce moment. Puis s'il joue avec Panarin, un point que je vois comme étant intéressant, c'est la connexion au niveau de la langue. Parce que souvent les Russes, quand ils arrivent, c'est pas tout le temps, mais souvent quand ils arrivent en Amérique du Nord, ils sont pas nécessairement à 100% confortables avec la langue. Donc s'il est capable de bien s'entendre avec Panarin, ce que je pense est fort probable, ben à ce moment-là, il pourrait faire produire sur une base régulière. Donc ça pourrait être une deuxième ligne qui sonne une deuxième ligne encore là qui produit beaucoup offensivement. Donc on aurait deux bonnes premières lignes
ligne pour la production offensive. Par la suite, au niveau de la troisième ligne, on y va avec la ligne dite des jeunes. Alors, la ligne dite des jeunes a été peut-être plus étincelante en séries éliminatoires qu'elle l'a été en saison régulière, mais c'est quand même des jeunes avec un très fort potentiel offensif aussi. On parle d'Alexis Lafrenière, qui est un joueur peut-être considéré un peu plus two-way dans son cas à lui. 31 points en 79 matchs l'année passée, qu'on fait jouer avec Philippe Chichtil, 22 points en 67 matchs l'année passée, et Capo Caco, 18 points en 43 matchs l'année passée. Donc la saison a été écourtée pour ce qui est de Capo Caco. Mais encore là, c'est des gars qui sont à développer. Donc, ça va venir éventuellement. C'est sûr que ça va venir parce que c'est des gars à fort potentiel. Et s'ils éclosent cette année, tu aurais 3 lignes qui sont capables de produire offensivement. Fait que ça serait vraiment, pour Gérard Galland, là, ça serait des as, là, dans le sens que il pourrait. La répartition offensive serait sur à peu près toutes les lignes. Donc, ça serait hyper intéressant si ces gars-là éclosent cette année. Et c'est possible qu'ils le fassent parce qu'ils ont le talent pour le faire. Et par la suite, on y va avec la quatrième ligne. Ben, ça, c'est des joueurs essentiellement de profondeur. On parle ici de Gaudreau. Dans son cas, à lui, c'est 33 points en 79 matchs l'année passée. Avec Carpenter, qu'on a acquis des Flames de Calgary l'année passée, 12 points en 67 matchs pour Carpenter. Et finalement, le gros Ryan Reeves, 13 points en 69 matchs, qui est surtout là pour sa présence physique. Puis peut-être son attitude un petit peu aussi. Ça l'intimide un petit peu. On a appris de l'incident Tom Wilson puis Artemi Panarin du côté des Rangers. On ne veut plus se faire intimider. On ne veut plus se faire intimider. Fait que bref, Ryan Reeves est une belle addition pour ça. Ensuite de ça, en termes de scratch, on a Hunt et Gauthier. Au niveau des défenseurs, ben, je pense que ça serait un peu ridicule de défaire des paires qui fonctionnaient relativement bien dès l'année passée. Fait que bref, on va répéter tout simplement les paires qu'on avait l'année passée pour ce qui est de notre top 4. On va y aller avec Lindgren, 15 points en 78 matchs l'année passée, surtout responsable dans sa zone, etc., etc. J'en ai parlé tantôt. Et Adam Fox, dans son cas, lui, c'est 74 points en 78 matchs l'année passée. Une très bonne saison au niveau de la production offensive, meilleure saison en carrière pour ce qui est d'Adam Fox, mais sa carrière est encore jeune. Fait qu'on peut s'attendre à ce que ça continue dans ce sens-là. En termes de deuxième paire, on y va avec Andrew Miller, 20 points en 82 matchs l'année passée. Un gros bonhomme qui a un coup de patin très fluide. Et en mon sens, à moi, c'est un gars qui peut aspirer à avoir facilement une quarantaine de points dans la LNH. Fait que c'est un gars qui a un bon potentiel, en plus d'avoir déjà une bonne responsabilité dans sa zone actuellement. Qu'on fait jouer avec Jacob Trouba, 39 points en 81 matchs l'année passée. Dans le cas de Trouba, c'est lui qui a été nommé. Si je ne me trompe pas, c'est lui qui a été nommé capitaine Trouba. En tout cas, bref. Donc, dans le cas de Trouba, c'est un défenseur essentiellement à caractère offensif, mais c'est un gars qui, semble-t-il, a vécu des moments difficiles dans sa vie et qui imprègne beaucoup de leadership. Alors, c'est ce qui fait que de par ses expériences personnelles, il est capable d'inspirer le reste de son équipe. Alors, c'est un gars qui a encore un impact important au niveau, il a 28 ans, il est dans son prime, il a encore un impact important au niveau de la production offensive, mais en plus de ça, sa simple présence en tant qu'individu a un impact sur l'ensemble de l'équipe. Alors, c'est une valeur plus que tu as au niveau de ton top 4. Par la suite, en termes de troisième paire, on y va avec le jeune Zach Jones. C'est 2 points en 12 matchs l'année passée. Dans son cas à lui, c'est dans la LNH. Dans son cas à lui, c'est un défenseur qui a joué essentiellement dans la Ligue américaine, 35 points en 52 matchs. Donc c'est un gars qui est intéressant dans les deux zones, mais qui a encore certaines lacunes au niveau défensif. Qu'on fait jouer avec Schneider, 11 points en 43 matchs l'année passée. Et finalement, on a Highcheck qui est le scratch. Au niveau des gardiens de but, ben là, je pense qu'on a une structure très claire du côté des Rangers de New York. Là, il n'y a absolument rien ici à se poser comme genre de questions. Shesterkin est ton partant, ça c'est sûr et certain, aucun doute. Un gardien de but vedette qui vient de gagner le Vizina. Fait que bref, Shesterkin l'année passée, 53 matchs, 2.07, 935 d'efficacité. Wow! Tout un gardien. Dans le cas de Shesterkin, c'est un gardien de but qui est... je dirais qu'il est inspiré beaucoup. Des fois, il est un peu bizarre, mais c'est souvent le cas avec les gardiens de but. Dans son cas à lui, beaucoup d'énergie. C'est un gars qui... Je sais pas, il dégage quelque chose de très combattant. Puis ça met les autres en confiance. Donc d'avoir un gars comme Shesterkin va t'améliorer au niveau de ton jeu défensif, c'est assuré. Et on a fait l'acquisition de Yaroslav Halak. C'est sûr que là, avec le départ de Gorchev, il fallait qu'on ait quelqu'un qui serait considéré comme étant auxiliaire à Shesterkin. Shesterkin est notre partant, c'est bon, mais il nous faut quand même un auxiliaire qui est un auxiliaire de qualité. Et quoi de mieux que d'aller chercher un joueur qui est un joueur d'expérience en Yaroslav Halak. L'année passée, il a évolué avec les Canucks de Vancouver. Halak, c'est 17 matchs, 2.94, 903 d'efficacité. Mais c'est un gars qui en a vu dans la LNH. C'est pas ses premières équipes, c'est pas ses premières jambières. Fait que je pense que son expérience peut toujours être bonne
pour backer Shesterkin. Je pense pas que Shesterkin a nécessairement besoin d'un mentor. Fait que juste pour le backer, c'est un gars qui a été habitué à ce genre de rôle-là dans la LNH. Puis c'est pas un gars qui est plaignard. Fait que je pense qu'il va très bien vivre avec ça. Surtout s'il a la possibilité de gagner une Coupe Stanley avec une organisation. Je pense que d'être auxiliaire, c'est pas quelque chose qui va le déranger bien gros. Fait que bref, Yaroslav Halak comme auxiliaire et finalement Louis Domingue qu'on a acquis également. Lui a évolué avec les Penguins de Pittsburgh, essentiellement dans la Ligue américaine l'année passée. Mais avec les Penguins de Pittsburgh, c'est 2 matchs, 2.03, 952 d'efficacité. Le gros de sa saison, il l'a passé. Je crois que c'est Wilkes-Barre, l'équipe de Ligue américaine des Penguins. 22 matchs, 2.41, 924 d'efficacité. Donc un excellent gardien de but qui peut être appelé en relève si blessure il y a. Il a eu à le faire l'année passée avec les Penguins, donc il est capable de le faire avec les Rangers aussi. Alors, les Rangers de New York, c'est une organisation qui a réussi à se démarquer au niveau de ses statistiques défensives. C'est une organisation qui a une force de frappe offensive très intéressante et en plus, il y a des gars qui peuvent éclore cette année. Fait que pour moi, je vois absolument aucune raison que cette organisation-là retourne au 17e rang de la Ligue. D'après moi, c'est une équipe qui va rester dans le top 10 de la Ligue. Ce qui fait donc que pour moi, les Rangers de New York, c'est une organisation, selon ce que je vois ici, qui va non seulement aller en séries éliminatoires, mais qui peut faire un long bout de chemin en séries éliminatoires. Est-ce qu'ils vont nécessairement retourner dans le carré d'as? C'est quelque chose qui est dur à prédire, mais je pense quand même qu'ils font partie des grosses équipes de l'Est, justement pour aspirer au carré d'as. Alors, pour moi, les Rangers de New York font les séries, c'est certain cette année. Qu'est-ce que vous en pensez? D'après vous, est-ce que les Rangers, c'est une équipe qui fait assurément les séries? Peut-être qu'ils sont Cup Contender, peut-être qu'ils vont courir pour une place en série. Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, on n'oublie pas de faire un petit j'aime également, de la partager pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey. Et si vous vous abonnez, on active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent très prochainement pour la saison 2022-2023. Sur ce, je vous dis un gros merci d'avoir regardé ma vidéo. On se revoit bientôt. Bye!